je crois qu'il est temps de commencer. Les cloches ont cessé et nous allons converser ce matin autour de 3 premiers romans et autour d'une thématique, ce que laisse ceux qu'on aime. Donc avec les 3 premiers romans pour raconter l'amour, le déchirement des adieux. Pascal Chaput, Aurélie Lacroix et Sarah Mishkin, bienvenue à tous les 3 à Laval. Je vais rapidement présenter vos 3 livres avant que nous rentrions dans le vif du sujet. On en discutait avant-hier avec Pascal qui me disait « Oh là là, à 11h un dimanche matin, le deuil, la séparation, l'abandon, ça va être un peu plombant. » Alors je lui ai promis qu'on essaierait de mettre un peu de lumière et de soleil dans notre discussion ce matin, parce qu'il y a au final beaucoup de lumière et de soleil dans vos 3 livres. Pascal, je fais par ordre alphabétique. Pascal Chaput, Monument de Valais, paru chez Orléa. Chez Arléa, je suis fatiguée moi. Chez Arléa, raconte la retraite de Pascal de votre narrateur qui s'appelle Pascal, dans un motel au milieu du désert, à côté de Monument de Valais, à la suite d'un deuil et d'une douleur trop lourde à porter. C'est un roman de retour à la vie, tout en douceur, en contemplation, en rencontre. Un roman presque immobile, dans un décor grandiose, désertique et très lumineux. Aurélie Lacroix, L'unique objet de mon regard, paru chez Cambourakis, narre 15 ans d'histoire d'amour entre votre narratrice et eux, pour elle, j'imagine, jeunes femmes rencontrées alors qu'elles avaient respectivement 19 et 17 ans. Récit du chagrin et de l'effondrement, récit de l'intime, de la passion. Qu'est-ce qui reste de l'amour ? Un livre comme une éternité. Je me lâche un peu, mais... Sarah Mishkin, bienvenue. De minuit à minuit, ça y est, j'ai réussi à... J'ai appelé ce livre De midi à minuit pendant des mois. Donc, De minuit à minuit, paru au Bruit du Monde, est un roman en vers libre, une lettre d'amour scandée en 17 mouvements, d'une mère à sa fille, un nourrisson de quelques mois que les services sociaux lui enlèvent, car elle vit sur la colline du Crac. Le récit d'un amour comme un souffle de vie, le récit d'une vie chaotique, d'errance, de traumatisme, qui n'empêche pas la dignité et l'amour. Voilà, je vais pas tarder à me taire, maintenant ça va être votre tour. Sarah, j'ai entendu une interview de vous, je crois que c'était au Salon du Livre de Paris l'année dernière, où vous disiez, et je trouve que ça peut résonner dans vos 3 textes, que la littérature permet de venir habiter les silences. Or, une absence, que ce soit un deuil, une rupture, l'abandon d'un enfant, c'est le silence de l'absent, la personne qui n'est plus là. Et puis, c'est aussi souvent le silence de celui qui reste, qui peut avoir du mal à exprimer la douleur, le chagrin, le ressenti. Pascal, je vais démarrer par vous. Ça vous parle, cette idée d'écrire pour venir habiter les silences et finalement dire les non-dits, même si finalement, de vous 3, c'est sûrement vous qui en dites le moins. Tout est beaucoup plus suggéré chez vous sur le deuil, sur l'absence, sur l'être aimé. Oui, alors votre question est difficile, un peu conceptuelle. Donc, moi, je pourrais dire que j'ai écrit ce roman parce que, alors au départ, j'avais pas d'idée quand j'ai écrit ce roman. Je voulais juste écrire une histoire qui se passe dans un motel aux États-Unis, où il ne se passe rien, mais où le lecteur aurait pu être tenu par les petits éléments narratifs. Et c'était ça le début du roman.
et enfin le projet du roman quand je l'ai commencé. Mais là-dessus, un ami très proche a eu des mauvais résultats de santé, et l'idée de le perdre m'a projeté dans ce deuil imaginaire, mais qui peut-être m'a permis un peu de conjurer des peurs et le manque à venir. Voilà comment est né ce roman. Et oui, je pense que les mots servent aussi pour... alors là, en l'occurrence, c'était pas pour combler un deuil, mais c'était presque pour, pas l'anticiper, parce que je ne le souhaite pas, mais c'était pour voilà, un peu conjurer et exprimer peut-être un ressenti que j'appréhendais d'avoir à l'avenir. Et voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. En effet, ça parle de... Voilà, je me suis mis dans l'état de quelqu'un qui a subi un deuil. Et ça m'a... Je l'ai écrit très vite, ce livre. Hein, je l'ai écrit en 2-3 mois. Ça m'a fait du bien, ça m'a porté. Et en même temps, comme vous dites, il n'y a pas trop de... Je me répands pas trop sur le... Oui, tout est extrêmement suggéré. Enfin... Oui, et en fait, je reconstruis. Et je crois que je me suis construit une espèce de... vous parlez de retraite, oui, mais je me suis construit une sorte de... Comment dire, d'un petit paradis dans ce monument de vallée qui m'a peut-être servi à passer ce moment, en effet, où les gens sont en effet très bienveillants et aident le narrateur à dépasser ce moment difficile. Merci. Aurélie Lacroix, habiter les silences, laisser une trace, se dire qu'on n'a pas tout inventé. Il me semble que là, on est dans le cœur de ce texte. Oui, effectivement, le silence, c'est intéressant parce que je crois que j'avais jamais pensé à ça comme ça, mais quelque part, peut-être que le cœur du projet, enfin l'enjeu, c'était sûrement finalement de briser en fait le silence, puisque dans ce texte qui est le récit d'une histoire d'amour entre deux femmes qui se sont rencontrées à l'adolescente, on n'entend qu'une voix. On entend finalement que on n'entend que la voix de la narratrice, hein, la narratrice que je suis devenue. On entend effectivement que celle qui reste. Et c'est vrai que quand une histoire d'amour s'arrête, qu'on l'a pas nécessairement choisie, on attend, et qu'on est justement celle qui reste comme ça un peu sur le bas-côté, on a tendance à se demander si on n'a pas tout inventé finalement. Et donc effectivement, le fait de reprendre la parole et que la narratrice se dise c'est moi qui vais raconter cette histoire, en tout cas qui vais donner ma version des faits, effectivement, finalement, ça rejoint quand même pas mal à briser le silence. Oui, c'est vrai. Alors Sarah, merci. Hein, on est quand même grâce à vous déjà. Voilà, vous écrivez noir sur blanc hein, dans le texte. L'écriture surgit de l'absence. Et vraiment, toute l'idée, tout le fil est là. Et puis, évidemment, je suis partie de vous, de ce mot. Ça sert à habiter les silences. Je voudrais que vous en parliez un petit peu de cette idée-là. Moi, c'est une question pour le coup qui m'a toujours beaucoup habité, cette question-là du silence, quoi. Et vraiment parce qu'on a vraiment une conception de oui, il y a la parole d'un côté et puis il y a le silence de l'autre côté, et puis vraiment comme si c'était des frontières qui étaient étanches. Et je me suis rendu compte en fait très tôt que oui, c'est quelque chose de très poreux, quoi. Et même dans nos relations humaines, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses de silence qui en fait disent énormément. Il y a plein de choses qui passent pas par vraiment la parole, le langage, etc. Il y a ces silences qui disent, et il y a des paroles qui sont des silences aussi, quoi. C'est-à-dire que ce soit les mensonges, que ce soit les choses qu'on dit pour couvrir autre chose, et que ce soit aussi simplement les gens qui disent mais qu'on n'entend pas. Ça, pour moi, ça relève du silence aussi, quoi. Donc, ouais, c'est toujours vraiment quelque chose, et jusqu'à maintenant, qui me travaille de qu'est-ce qui relève vraiment du silence, qu'est-ce qui relève vraiment de la parole. Et après, je pense que vraiment, dans moi, ma pratique d'écriture, elle est venue avec le deuil, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment ça de quand j'ai perdu mes parents, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire.
Donc je pense que oui, j'avais forcément en fait ce côté-là on sent en fait que oui, c'est pour habiter pour habiter un creux, pour habiter un silence, pour essayer de retisser en fait un récit. Mais un récit, c'est aussi du lien. Et j'ai l'impression qu'il y a ça aussi dans le silence, en fait. Enfin, la façon dont on le conçoit, en fait, c'est un vide, c'est un néant, quoi. Et donc, pour essayer de sortir de ça, c'est recréer de la relation. Et l'écriture, c'est ça, en fait, c'est recréer de la relation. Et moi, ce que je trouve magnifique aussi dans les livres, c'est qu'on peut venir parler aux gens dans leur silence. Enfin, les gens ne sont pas obligés de lire le texte à voix haute. Donc, c'est vraiment ce côté-là de, oui, comment... Enfin, je pense que le silence est beaucoup lié à la solitude aussi. Mais de quelle manière on peut peupler la solitude? Oui, voilà, de quelle manière on peut peupler le silence? Et oui, Sophie rit parce que j'ai un tatouage sur ma main qui est une citation d'Audre Lorde, qui est une poétesse noire américaine, et qui a écrit « Your silence will not protect you ». Donc, votre silence ne vous protégera pas. Et c'était pour dire ça, en fait. Même si vous... Enfin, ce que vous encaissez de violence, en fait, même si vous ne le dites pas, ça ne va pas vous protéger. Mais du coup, c'est encore cette idée-là, en fait, que même dans le silence, enfin, quand on habite le silence aussi par rapport à ça, quand on reçoit de la violence et on choisit de répondre par un silence, encore une fois, c'est une réponse, du coup. Donc, il y a de la parole. Et ouais, enfin, moi, je trouve que le livre, c'est vraiment un objet qui est pile dans cette frontière-là, extrêmement poreuse, où on dit, et en même temps, on est dans un silence. Nous, quand on écrit, on est dans un silence, même si c'est pas tout le temps. Et les personnes, quand elles nous lisent, le sont aussi, quoi. Merci, Sarah. Aurélie, votre narratrice, enfant, il y a quelque chose qui la terrorise. C'est parce qu'elle entend une expression mourir de chagrin. Et en fait, confrontée à cette séparation, après 15 ans d'une relation qu'on peut appeler passionnelle et chaotique, finalement, ça la rattrape, cette idée de mourir de chagrin. Et est-ce qu'écrire, c'est aussi ne pas mourir de chagrin? Vaste sujet. Oui, effectivement, moi, c'est une phrase que j'ai entendue enfant. Alors, je ne sais pas quel âge j'avais, mais c'est vrai que j'ai entendu les adultes dire, mais sans nommer, en fait, cette femme. J'ai appris plus tard qui c'était dans mon entourage, dans mon histoire familiale. Alors elle est morte de chagrin. Et c'est vrai que quand on est enfant, mort de chagrin, on voit pas bien, en fait. C'est assez immatériel, ça a l'air assez terrifiant. Et c'est vrai que, quelque part, je crois que ça s'est inscrit dans un petit coin de ma tête, et ça m'a peut-être un peu conditionnée. C'est comme François Larochefoucauld qui dit qu'on ne serait pas tombé amoureux si on n'avait pas lu des histoires d'amour. Donc je pense qu'effectivement, dans l'enfance, il y a énormément de choses, de marqueurs qui nous conditionnent. Et donc cette peur, oui, de mourir de chagrin, finalement, auquel est entièrement confrontée la narratrice. Donc la fin de votre question, c'était de savoir si l'écriture peut empêcher... Le chagrin. Alors, empêcher, je ne sais pas. Mais je pense que dans l'acte d'écrire, en tout cas tel qu'il est présenté dans le récit, dans le projet, il y a aussi... Parce que ça revient exactement au propos que j'ai lancé tout à l'heure, c'est-à-dire que... finalement, quand une histoire d'amour s'arrête, autour de nous, on nous regarde en nous disant pourquoi tu passes pas à autre chose, alors que finalement, il y a des gens... on entend ça aussi beaucoup. Alors lui ou elle, il s'en est jamais remis. Puis il y a les gens qui regardent autour en disant mais comment c'est possible? Et donc, je crois que le fait d'écrire, de mettre tout ça... Il y a peut-être la question de rendre légitime, en fait, le chagrin. Parce que ça, c'est une question qui est assez compliquée, c'est très personnel. Voilà. Donc, oui, en tout cas, et puis, oui, dans le cas, alors, là, moi, je vais répondre de manière très intime. C'est vrai que après l'effondrement qui est décrit dans le récit, qui a été le mien, c'est vrai que le fait même si l'écriture, c'était un projet qui était là depuis très longtemps, je crois que ça a dû beaucoup rallumer de lumière le fait de pouvoir me lancer comme ça dans un projet extrêmement créatif. Oui. Merci. Pascal Chaput, moi il me semble, alors
c'était peut-être pas l'idée de départ, mais en lisant le livre, il y a une question qui apparaît, c'est est-ce qu'il faut partir pour oublier, enfin la question du mouvement, alors pas comme une fuite, mais la nécessité de mettre le corps en mouvement, d'aller voir ailleurs pour prendre de la distance, pour laisser ses peurs à distance, son chagrin à distance. Et dans le livre lui-même, j'ai dit que c'était à la fois un livre très immobile, très immobile dans le sens où c'est pas un livre d'action, il se passe pas, mais il marche. Enfin, par exemple, Monument de Vallée, au début, il veut y aller à pied. Enfin, il y va la première fois, il y va à pied, il prend un énorme coup de soleil. Enfin, il va à Las Vegas une journée. Enfin, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la remise en mouvement. Je dirais oui et non. D'abord, Monument de Vallée, c'est le nom du motel. C'est pour ça que le roman s'appelle Monument de Vallée. Voilà, parce que toute l'action se passe dans ce motel qui s'appelle Monument de Vallée. Et moi, ça me fait penser un peu... Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image du film d'Hitchcock de cette femme-là, quand ils sont dans la maison qui est attaquée par les oiseaux, qui essaie de trouver une sortie sans pouvoir la trouver. Et c'est des tentatives de fuite, un petit peu. C'est pas se remettre dans le mouvement, justement. Je pense que c'est le contraire. Je pense que quand il va à Las Vegas, c'est parce qu'il essaie de fuir quelque chose et de trouver... quelque chose d'hypothétique qui peut-être en effet lui changer les idées, puisqu'il part dans cette ville un peu de jeu et qui en principe fait rêver. Et il revient 2 jours après avec cet argent qu'il a gagné, dont il se fiche. Et il est heureux de revenir au motel, parce que finalement il se rend compte, à travers ces fuites un peu ratées, que le motel est son lieu de recueillement et de paix. Oui, donc finalement, l'immobilisme, c'est ce qui lui convient oui, au final le mieux. Oui, c'est pas... Non, justement, il n'est pas... On peut avoir des lectures, des appréciations différentes. Non, mais je suis assez... Il faut bien que je trouve des... C'est qu'en fait, le mouvement, il me semble qu'il est aussi apparent dans les livres de vos 2 camarades sur scène. Donc il fallait bien que j'ai une entrée foireuse pour arriver à vous faire parler. Sarah, le mouvement. Alors j'ai dit un livre en 17 mouvements. Hein, c'est comme ça que vous intitulez vos chapitres. C'est pas un hasard. Je crois que vous dites qu'écrire, c'est se mettre en mouvement. Il y a quelque chose de très corporel dans l'écriture. Pourquoi cette idée des 17 mouvements? Comment ça vous est venu? Comme une symphonie? Oui, c'est exactement ça. En fait, moi, je suis vraiment poétesse à la base, quoi. Donc, pour moi, écrire un roman, c'était une vraie... c'était une vraie problématique déjà. Enfin, il y avait vraiment tout un questionnement de comment je fais pour garder une langue poétique et pour garder ce qui fait la poésie tout en écrivant un roman, et donc en ayant cette contrainte d'avoir un récit narratif qui doit être compris de manière large, ce qui n'est pas forcément le cas de la poésie. Enfin, on peut juste se dire, oui, la personne peut ressentir, ça suffit. Un roman, si une personne vous dit, oui, j'ai pas compris ce qui se passe, souvent c'est qu'il y a un petit souci quand même, quoi. Et il y a aussi ce côté-là de la poésie où la temporalité est complètement différente, en fait, je trouve. Enfin, quelque chose de beaucoup plus cyclique, de beaucoup plus éclaté, de beaucoup plus fragmentaire aussi, quoi. Et donc, j'avais vraiment, toutes ces difficultés-là auxquelles j'étais confrontée et que j'ai réussi à dépasser, mais pas du tout de manière très, très consciente, en fait. Juste au bout d'un moment, je suis arrivée à ce récit-là, au Madouce. Et juste, toute la litanie, en fait, toute la parole de la mère, c'est juste déversé comme ça. Et après, par contre, ça, en fait, moi, j'écris pas dans le bon ordre. Donc, la deuxième étape du roman, c'était en fait de prendre toute cette matière-là et de juste la réorganiser pour que ça fasse sens dans un récit qui ait quand même une cohérence. Et après, du coup, j'avais cette question-là de, oui, comment je délimite.
Et aussi la question du chapitrage, enfin du coup moi me froissait parce que je me disais, enfin les chapitres normalement c'est pour rythmer du coup ça une temporalité qui est linéaire quoi. C'est-à-dire que voilà, on a un instant T, on a un instant T plus 1 et donc on va du chapitre 1 au chapitre 2 et l'histoire se déroule que ce soit de manière voilà vraiment extérieure avec de l'action etc. Ou ça peut être vraiment un cheminement initiatique aussi, mais moi je me retrouvais ni dans l'un, enfin ni dans l'autre complètement. Et aussi la manière en fait dont j'ai séparé de manière moi très intuitive. Et je pense que mon premier rapport à la langue, c'est la musicalité quoi. Donc en fait, je construisais ces arcs-là à chaque fois, vraiment de manière musicale. Et pour moi, c'était à chaque fois, c'est vraiment question du souffle aussi dans ce roman quoi. Et j'ai l'impression que c'était ça, qu'à chaque fois, c'était cette mère-là qui prenait une grande aspiration, déversait toute une parole et après devait reprendre vraiment son souffle. Il y avait un peu la gorge coupée et puis reprenait encore et reprenait encore. Et donc, ouais, c'est vraiment beaucoup plus un mouvement cyclique en fait, quoi. Et je me suis dit, ok, j'aimerais bien ne pas trahir ça. J'aimerais que les lecteurs et les lectrices puissent vraiment parcourir le livre de cette manière-là. Et donc, je me suis dit, oui, ça peut que être des mouvements du coup. Et c'est vrai que j'ai l'impression que l'écriture, c'est presque, moi je dirais, l'écriture c'est une marche aussi quoi. Enfin, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ça aussi, du rythme vraiment. Même pour des personnes qui sont moins habitées par la musicalité, moi, j'ai l'impression que les grands romans ou les romans qui nous traversent, il y a toujours une question de rythme. Et ensuite aussi parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un truc où on convoque en fait beaucoup de personnes qu'on porte avec nous quoi. Et on dit, OK, on va aller quelque part ensemble. Et on le fait, du coup, dans notre solitude à nous. Mais ensuite, c'est la même chose avec des lecteurs et des lectrices aussi, quoi. J'ai l'impression que c'est qu'on va dans un endroit. Et on ne sait pas forcément exactement où. Et ça peut être complètement immobile aussi. Ça passe pas du tout forcément par un mouvement, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est quand même moi, je dirais un souffle, quoi. J'allais dire élan, mais c'est même pas le bon mot. Pascal, Sarah disait, j'écris pas dans le bon ordre. Je crois que vous avez employé ce mot-là. Vous, ça s'est fait de façon relativement linéaire et chronologique quand vous l'avez écrit, où il y a aussi à un moment ce travail de dire il faut que je bascule certains chapitres, il faut que je rechange les choses, ou finalement le fil était tiré. Non, c'est un roman parfaitement linéaire et que j'ai écrit sans construction. Donc j'ai écrit et je savais pas forcément ce qu'allait arriver. Et donc toutes les idées, l'idée de l'incendie, l'idée de la chatte, l'idée de monsieur, même de la maladie de Monsieur Hartwood, tout ça m'est venu en écrivant. Il n'y avait absolument pas de... Alors, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai trouvé que le roman était très bien construit. À la fin du roman, je me suis dit, tiens, quand même, c'est bizarre. J'étais content, mais bon, après, voilà. C'est une appréciation personnelle. Vous y êtes allé ? Non. Alors, je connais les États-Unis, j'ai passé plusieurs mois dans une université dans le Wisconsin. Après, j'ai voyagé un peu partout. Mais j'ai fait un film, un court-métrage en Californie. Donc, je connais un peu la vallée de la mort. Donc, c'est pas très loin, tout ça. Donc, oui, après, j'ai regardé sur YouTube. J'ai regardé les paysages pour un peu m'inspirer. Mais je pense pas que le fait d'y aller change grand-chose. Les déserts se ressemblent. Et après, j'ai lu quelques reportages sur les Indiens Navarros, parce qu'en effet, j'ai un personnage qui est un Indien. Mais après, ça reste... je ne vais pas vraiment dans la culture locale. Ça reste très... C'est un voyage immobile. Tout à fait, je confirme. Aurélie Lacroix, cette idée de mouvement, quand elles sont ensemble, en couple, je ne sais pas si, parce que c'est une histoire complexe, elles voyagent beaucoup, des voyages très culturels en plus, voilà. Et puis,
en fait, le départ du livre, votre narratrice parle depuis la clinique psychiatrique où elle s'est fait interner pour se sauver, enfin, ce qui est déjà un grand pas. Et finalement, la rupture, c'est comme si elle signifiait la fin du mouvement et le fait d'écrire, de se remettre en mouvement. Oui, en tout cas, finalement, le mouvement, je crois que c'est ce qui a déterminé la forme. Parce que comment raconter 15 ans d'une histoire, vous l'avez dit Sophie, d'une histoire extrêmement chaotique, faite de ruptures, de retrouvailles, sans que ça devienne absolument répétitif ou que je me mette à écrire une encyclopédie. Donc en fait, tout l'enjeu, finalement, je trouvais que si je ne trouvais pas la forme et si je ne trouvais pas la structure narrative, à savoir comment j'allais raconter cette histoire, c'était qu'une histoire d'amour. C'était pas, il y avait rien de si spectaculaire que ça. Et en fait, donc pour moi, il y avait une évidence, c'est que je ne pouvais pas raconter cette histoire d'une manière linéaire. Et que les allers, les retours qu'on retrouve dans le texte, il y avait aussi quelque chose de très, effectivement, de l'ordre du mouvement, mais aussi beaucoup de l'ordre du vertige, en fait, qu'impose aussi beaucoup la passion. Donc il y avait aussi comme ça, à un moment donné, où la forme et le fond se rejoignaient. Et donc, moi, c'est un texte que j'ai écrit au kilomètre, c'est-à-dire que vraiment, quand que je rouvrais mon ordinateur le lendemain matin ou le lendemain après-midi, je reprenais exactement où j'avais arrêté, mais je savais que ce ne serait pas le déroulé en fait du texte final. Et donc, à côté, j'avais un carnet où quand même j'avais une espèce de découpage de chapitres. Donc tout ça, c'est comme si j'avais un hémisphère gauche et tout ça se répondait. Et je m'étais dit que je montrais, vraiment comme au cinéma, que je montrais mon texte une fois que j'aurais terminé d'écrire. Sauf qu'en fait, c'était un peu utopique. Et donc je me suis rendu compte que au bout des 2/3, c'est un texte que j'ai écrit très vite en fait. J'ai écrit en moins de 6 mois, et vraiment le premier jet où j'ai eu assez de matière pour même moins de 3 mois. Et au bout des 2/3, en fait, je me suis dit là, tu as assez de matière pour le monter déjà parce que ça va répondre à ta question initiale, à savoir si l'architecture tient. Et ensuite, ça va te permettre de voir ce qui reste à écrire. Donc voilà comment j'ai procédé. Et c'est vrai que c'est mieux de lire dans l'ordre que j'ai choisi, mais tout l'enjeu aussi du texte était comme ça, un texte aussi puzzle, qui était aussi comme on réactive la mémoire. Et je pense que si on lit le livre dans le désordre, je crois que les lecteurs auront lu le même livre. Voilà, donc je m'en suis rendu compte après ça, mais c'est vrai que... Donc oui, mais c'est le mouvement, en fait, effectivement, c'est la recherche de ce ballet, de ce rythme qui m'a permis, je crois, de trouver la forme, et c'était tout l'enjeu du projet, la forme. Pascal, Aurélie parlait d'un montage de cinéma. Moi, il me semble qu'il y a quelques clins d'œil justement au cinéma. Enfin, vous le disiez, finalement, le désert américain, on l'a vu dans des films. Et à un moment, vous dites la prisonnière du désert est enfin libre. Enfin, c'est important pour vous, cette culture cinématographique, cette influence du cinéma, en tout cas pour l'écriture de ce livre ou dans ce qui vous nourrit de toute façon? Alors, bon, déjà, je pense, c'est ce que je disais hier pendant l'interview, je pense que je suis quand même très influencé par la culture américaine. On l'est tous, je pense. C'est comme ça. Enfin, moi en particulier. Et après, alors, c'est vrai que moi, j'aime les États-Unis, j'aime la culture américaine. Il y a d'autres cultures, mais celle-là, je l'aime bien. Beaucoup. Et en effet, je pense que c'était c'était aussi un plaisir de mettre d'installer ce texte dans quelque chose qui correspond à un imaginaire, je pense que tout le monde partage. Monument de vallée, ça fait rêver, les grands paysages, les immensités. Et je me suis dit que c'était pas mal de poser ce texte assez simple dans quelque chose
d'un peu surdimensionné. Bon, moi, ça m'a personnellement fait rêver par rapport. Alors, est-ce que j'étais influencé? Oui, quelque part, oui, par la culture, mais il n'y a pas de référence cinématographique sinon là. Mais ça, c'est La prisonnière du désert, en effet. Voilà, c'est un film qui était tourné, je crois, par John Ford et qui se passait à Monument de Vallée. Voilà. Pour revenir un peu au sujet de la table ronde, ce que laissent ceux qui partent, etc. Enfin, et puis moi, je l'ai un peu inversé, comment on se reconstruit. J'ai l'impression que votre narrateur, Pascal, c'est la rencontre avec l'autre, c'est vraiment l'altérité qui va le sortir un peu de sa chambre de motel. Et l'autre, c'est à la fois Monsieur Hartwood, le patron de l'hôtel. C'est une Française qui vit là depuis plusieurs années. C'est les gens qui passent, une famille, des jeunes gens à qui il va filer ses gains de Las Vegas. Cette notion d'altérité ou de finalement de peut-être pas de renaissance à la vie, parce qu'il n'en est pas à cet état-là, mais par rapport à ces personnages très secondaires, qui, pour certains, hein, qui font que passer, ou ces figures. C'est un roman assez court, des chapitres très courts, vous vous répandez pas en grandes descriptions, mais finalement, tout ce cœur de personnages secondaires, il est essentiel pour le texte et pour j'allais dire, la consistance de votre narrateur. Alors oui, il faut se rappeler du concept d'origine, ce qui était il ne se passe rien. Donc il ne devait pas y avoir d'histoire. Et donc il ne devait pas y avoir non plus de personnages, extrêmement élaborés. Les personnages restent assez simples. Hein. Ils sont tous bienveillants, enfin plus ou moins, mais... alors, quelle était la question? Sur justement l'utilité de ces personnages secondaires, comment ils sont nés, comment ils sont arrivés là, et qu'est-ce qu'ils font. Je disais qu'ils donnaient presque de la consistance au narrateur. Oui, en fait, ils font vivre le roman. S'ils n'étaient pas là, la retraite serait totalement spirituelle. Et donc, ils font vivre. Et puis, je pense que si la vie, quelque part, c'est une retraite, mais il a quand même envie d'être sauvé, le narrateur. Et donc, tous ces personnages qui sont différents, c'est une façon aussi de renouer avec la vie. Et ils sont tous différents. Il y en a qui sont un peu désagréables ou qu'on n'aime pas trop. Et il y a Madame Delcourt qui est un personnage sympathique sans trop l'être. Il y a Monsieur Hartwood qui est la bienveillance même, sa fille. Et en fait, voilà, j'ai pas eu de projet. L'idée, c'était que voilà, il était avec des gens avec lesquels il pouvait continuer de vivre. Et puis voilà, j'avais pas une espèce de projet. C'était juste l'histoire de décrire ce personnage en lien avec des rencontres plus ou moins éphémères, parce qu'il y a des rencontres plus fortes quand même, notamment avec la fille de Monsieur Hartwood. Mais voilà, ce plaisir de rencontrer les autres, d'avoir des petites choses, notamment quand il rencontre ce groupe de jeunes un peu paumés à qui il va donner... Vous avez conscience que, alors qu'il fuit un deuil, vous le confrontez au deuil tout le temps? Oui. Parce qu'il demande à Monsieur Hartwood où est son épouse. Elle est hélas décédée. Monsieur Hartwood malade. La chatte va mal finir. On va découvrir que Madame Jacqueline Delcourt a un deuil aussi, une disparition dans sa famille. En fait, vous le confrontez au deuil en permanence. Oui, alors c'est vrai. En fait, c'était absolument pas préconçu. Hein, c'est à la fin du livre que je me suis dit, il y a énormément de deuil dans ce roman. Et en fait, je ne pense pas que la volonté soit de le confronter au deuil. L'idée des deuils successifs, enfin, pour moi, hein, c'était que je voulais monter en dramaturgie. Et je ne vais pas raconter la fin du roman, en plus chacun a son interprétation dessus.
mais quelque part, il est sur un fil quand il arrive dans ce motel. Il n'est pas bien, il prend des anxiolytiques, donc, et il noue des relations avec des personnes qui le portent, mais en même temps, ce monde va s'effriter. Et la construction, voilà, il essaye de survivre. Et voilà, il a des moments aussi de bonheur quand il fait la marche avec Madame Delcourt et l'Indien dans Monument de Vallée. Mais malheureusement, ce monde un peu qui est en train de le sauver va. Et je pense que les deuils sont intervenus pour ça aussi. Alors après, quand on écrit, on n'est pas là avec une idée préconçue en disant on va faire ça. Enfin, des fois, on écrit spontanément, les idées viennent. Je ne pense pas que j'avais prévu que M. Delcourt avait perdu sa femme quelques années plus tôt, mais j'ai trouvé que ça s'inscrivait bien ça faisait un écho avec ce qu'avait partagé le héros. Et c'est ce qu'il d'ailleurs, quand il est aux funérailles, voilà, il entend les paroles de la fille qui parle de la mort de son père et qui est voilà, et qui voulait rejoindre. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en écho dans ce livre. Et voilà, les deuils aussi, voilà, forment c'est un peu comme des résonances, mais voilà, ça s'est fait de façon naturelle. Oui, tout n'est pas. Il ne faut pas croire que les écrivains conceptualisent tout avant d'écrire. On est d'accord. Oui, voilà, oui, il y a une part on est nourri par l'inconscient, voilà, on écrit, et puis des fois, bon. Aurélie Lacroix, on a parlé de deuil amoureux, on peut l'appeler comme ça, je pense, enfin, de tentative de deuil amoureux. Mais il n'y a pas que le deuil amoureux qui fait perdre pied à votre narratrice, il y a aussi toute une série cumulée sur le temps de pertes de gens très proches et très importants. Il y a une tante extraordinaire, il y a une ancienne collègue mentor, il y a un parrain aussi, je ne sais plus. Enfin, il y avait besoin de faire aussi... alors c'est un texte assez intime, hein, donc il y a une matière autobiographique, on va dire, mais justement ce parallèle entre le deuil amoureux et le deuil réel, la perte des proches, ou alors est-ce que c'est aussi une façon de montrer que le cumul de ces couches-là, il y a un moment, c'est le trop, quoi. En fait, c'est vrai que quand j'entendais Pascal parler des deuils successifs, c'est vrai qu'effectivement, quand le texte s'ouvre, on comprend que ce qui a visiblement mis à terre la narratrice, c'est cette ultime rupture amoureuse, mais sur un cumul, on va dire, de deuil, oui, réel, de gens qu'elle perd et qui fragilise quand même énormément la structure. Donc, et surtout, je crois qu'il y avait aussi cette idée de double, comme vous l'avez dit, c'est quand même de la manière très intime. Moi, j'ai perdu ma tante très tôt et je considère, c'est mon analyse a posteriori, elle est partie, elle avait 42 ans, moi j'en avais 22, qu'elle est morte de chagrin. Mais c'est pas la femme dont je parlais précédemment. Peut-être qu'il y a une malédiction familiale, je sais pas. Et en fait, et elle n'avait pas d'enfant. Et on était extrêmement proches. Et c'est comme si, en fait, l'histoire s'était répétée. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas non plus d'enfant. Et je suis extrêmement proche de mes neveux. Et c'est vrai que quand je suis... je crois, donc c'est ça qu'on retrouve aussi beaucoup dans le texte, même si c'est assez implicite. Mais je crois que... Quand voilà, je dis la narratrice, même si on a bien compris que la narratrice c'est moi, je dis la narratrice parce qu'on devient aussi à un moment donné la narratrice, parce que quand on écrit, je pense que à partir du moment où on écrit, de toute façon, on fictionnalise, puis on construit. Mais quand elle s'effondre et qu'elle tombe malade, je crois qu'il y a cette peur aussi de ne pas s'en sortir.
Et dans cette boucle qui n'a pas eu lieu auparavant, il se trouve que là, c'est ses neveux qui vont la ramener à la vie. Et je me suis rendu compte que tout à l'heure, j'ai évoqué la légitimité du chagrin. Et c'est vrai que, je le dis, moi, je l'ai entendu, je l'ai écrit. Quand ma tante est décédée, la première question qu'on nous a posée, enfin, pas la question, la première réaction, ça a été elle n'avait pas d'enfant, tant mieux. Et voilà, et donc effectivement, elle n'avait pas d'enfant de sang, mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas que le sang, en fait, il y a aussi tous les gens qu'on laisse, puisque c'est le thème de la table ronde, il y a tous les gens qu'on laisse autour. Et donc, il y a aussi, je me suis rendu compte, la question de la légitimité à cet endroit, parce que c'est ce lien que moi je trouve extraordinaire, le lien, mais qui est très peu exploré, même dans la littérature, du lien entre un neveu et un oncle ou une tante, voilà. Et c'est vrai que il y avait on a tendance à revivre tout le temps des choses dans notre vie, les schémas se répètent. C'est vrai qu'il y a cette perte en fait ultime qui quelque part la remet complètement à terre, puisque elle projette des choses de sa tante sur une collègue, et elle perd aussi cette collègue. Donc c'est un peu retour à la case départ, voilà. Mais effectivement, c'est une couche de deuil successif qui font que on dit souvent que ce qui ne tue pas rend plus fort. Moi, j'ai tendance à penser que certes, on peut en sortir, mais ça fragilise. Et fragilité sur fragilité sur fragilité, au bout d'un moment, la structure explose. Se fissure et elle explose. Sarah, vous écrivez, votre narratrice écrit « Ma douce, si tu savais toutes les vies perdues pour que tu naisses ». C'est quoi toutes ces vies perdues pour une naissance ? Je pense que ça va prendre du temps de répondre à cette question-là, parce qu'en effet, c'est ce que, on ne conceptualise pas. Quand on écrit, la poésie, justement, ça permet de convoquer des choses qu'on n'arrive pas forcément à penser. Mais en l'occurrence, là, je pense que elle parle un peu de tous les sacrifices, en fait, je pense, qui ont dû être faits, et pour elle et pour d'autres personnes, pour que sa vie puisse, pour que la vie de sa fille, du coup, puisse être présente, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est une narratrice, en fait, qui est dans un instant où c'est comme si elle était très lucide sur tout, quoi. Enfin, il y a presque quelque chose d'un côté de voyante qui est convoqué, quoi. Et j'ai l'impression que c'est aussi dans ce côté-là de situation où la colline, ça devient un point où en fait elle peut voir tout, que ce soit toute la société du coup, mais elle peut aussi voyager dans différentes temporalités. Elle a un regard qui est extrêmement lucide par rapport à elle-même aussi, quoi. Mais vraiment dans tous ces aspects. Donc ça veut dire dans toutes les blessures qu'elle a eues, dans toutes les blessures que sa mère a elle a portées, dans toutes les blessures que sa grand-mère a elle a portées. Donc, elle est en l'occurrence chargée d'énormément de vie. Mais c'est toujours un peu la question de la balance des vies aussi, quoi. Enfin, je pense que pour toute naissance, il y a toujours ce mouvement-là, cette tension-là, en fait, qui s'installe. Et on en parlait même des fois dans le boulot, quand on dit oui, du coup, il faut bien qu'il y ait des personnes qui partent pour qu'il y ait des personnes qui arrivent. Généralement, maintenant, c'est une question qui se pose sur Terre aussi, avec tout ce qui est de réchauffement climatique, de choses comme ça. Et avec aussi tous les trucs justement d'écocide, donc d'espèces animales qui meurent, qui disparaissent, etc. Enfin, il y a une balance donc qui est censée être là, mais là en l'occurrence qui est un peu, même qui est complètement déstabilisée. Et j'ai l'impression que elle, c'est ça là, à cet endroit-là qu'elle convoque, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi le côté des vies perdues, ces vies perdues à elle aussi. Moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup. On a toujours 1000 vies possibles, quoi. On se situe toujours à des carrefours, donc en fait, en fonction des choix qu'on fait, et les enfants, c'est quand même un grand choix là-dedans. En fait, on embrasse une vie, mais qui aurait pu être une autre vie, qui aurait pu être une autre vie. Et donc, il y a plein, en fait, de vies comme ça,
je pense des milliers de vies, quoi, de potentialités de vie. Et au fur et à mesure, parce qu'on fait des choix, du coup, on la resserre dans une vie. Et après, moi, j'adore les personnes âgées aussi, généralement, parce qu'il y a toutes ces couches de vie-là et qui rejoignent un peu les couches de deuil dont tu parlais, quoi. Enfin, généralement, je trouve que oui, ça va encore avec ce côté-là de ce qui me dérange dans les choses qui sont très, très linéaires. En fait, on est beaucoup de strates, quoi, d'énormément de choses à chaque fois. Et il y a un côté où, enfin, moi, je trouve que l'écriture, en fait, ça permet d'aller explorer toutes ces strates-là et montrer à chaque fois à quel point elles sont présentes tout le temps, quoi. Et je pense aussi que même tout le reste de la vie, c'est de l'ordre du récit aussi. Enfin, que ce soit l'histoire, que ce soit la science, que ce soit nous, la façon dont on se raconte, dont on raconte nos relations, dont on raconte notre passé, dont on raconte ce qu'on a fait. Et ces récits vont créer après de la réalité quand même, quoi. Donc si moi je pense que je suis courageuse, je vais agir de manière courageuse. Mais si j'avais un autre récit par rapport à moi-même, j'agirais d'une autre manière, quoi. Et donc vraiment, oui, toutes ces strates-là sont toujours convoquées, toujours. Maintenant, c'est très difficile d'avoir une conversation, par exemple, avec quelqu'un en niant toutes ces strates-là tout le temps et en essayant c'est pas possible. Enfin, il faut bien qu'on s'attache à un récit quand même. Mais du coup, ouais, moi, ce que j'aime bien explorer dans l'écriture aussi, c'est ça, quoi. Et je trouve que c'est ça qui rend complexe, qui rend justice. Mais du coup, ça a toute la complexité et au maillage de ce qu'on est et de ce que c'est une vie, en fait. On parlait vous avez dit les couches, les strates. Il y a aussi comment dire, les couches de ce qui nous compose outre l'entourage et notamment, enfin chez vous Aurélie, il y a l'art qui nourrit la vie de ces deux jeunes femmes avec énormément, enfin c'est un vrai jeu littéraire aussi, de références littéraires, cinématographiques, sur l'art contemporain. Il y a aussi cette idée de... on est le produit de quelque chose, on n'arrive pas, quand on écrit, on n'arrive pas de nulle part non plus, et on est cette somme de toutes ces références, de toutes ces choses qui nous ont fait... réfléchir, grandir, s'intéresser, être curieux. Oui, c'est vrai, exactement. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un rapport très... je crois que, voilà, c'est pas du tout une formule ou un dispositif. Mon rapport à la vie, c'est mon rapport à l'art. C'est extrêmement constitutif, en fait, de ma personnalité. Et je pense que, oui, me mettant moi-même à écrire, je ne pouvais pas ne pas convoquer en fait tous ceux qui m'avaient aidé à penser, à chercher, parce que je pense que les artistes sont peut-être ceux qui essaient de trouver, enfin il y en a plein d'autres, mais en tout cas moi c'est cette quête-là qui m'intéresse, sont peut-être ceux qui sont en train d'essayer de trouver du sens à la vie. Et c'est vrai que bon, ça le fait beaucoup dans la littérature, mais on le ressent aussi très bien dans le cinéma ou dans l'art contemporain, de se dire c'est exactement ça et je ne savais pas comment le formuler. Et donc c'est effectivement cette tentative de, je dis pas qu'ils ont les réponses, mais c'est cette tentative en fait de recherche qui m'intéresse beaucoup. Donc c'est vrai que je ne pouvais pas me mettre à écrire sans convoquer ceux qui m'avaient aidé à réfléchir. Et puis aussi, il y a comme ça l'art contemporain dans le texte est vraiment, je crois, un terrain de jeu entre les deux protagonistes. Donc elle laisse des messages dans les œuvres. Parce que c'est souvent des œuvres très immersives où le spectateur fait partie de l'œuvre d'art. Exactement, c'est un art contemporain très particulier. C'est un art contemporain, où souvent c'est le public qui active l'œuvre. C'est un art contemporain assez immatériel et qui est énormément aussi basé sur la disparition. Et qui était quand même aussi le cœur du projet. Donc oui, et l'art contemporain, les musées, c'est aussi un lieu, puisque la particularité de cette histoire d'amour, c'est que malgré le fait qu'elles se rencontrent très tôt et qu'elles vivent 15 ans un amour passionnel et à la fois solaire comme déchirant,
c'est que ça reste une relation à distance. Avec comme une tragédie grecque, de savoir si il va y avoir la résolution de la vie commune. Et donc c'est vrai qu'il y a tous ces lieux, en fait, c'est pour ça que le mouvement, c'était aussi beaucoup les voyages, les villes dans lesquelles elles ont laissé des traces. C'est aussi c'est comme une sorte de grande, finalement, rétrospective. Donc voilà. Et donc j'ai perdu le fil de ce que, oui, par rapport à là. Et donc c'est vrai que les musées, les centres d'art, c'est aussi c'est vraiment le lieu qu'elles n'ont pas par ailleurs. C'est voilà, ça fait partie aussi des lieux où elles se sont aimées. Donc voilà, c'est un fil conducteur comme ça dans tout le texte. Et c'est vrai que non, je n'aurais pas pu faire l'économie de la question de l'art, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse énormément dans l'art en général, c'est la porosité en fait entre la vie et l'art, et la question de l'archive et comment après on retravaille tout ça, et voilà. Pascal, votre narrateur Pascal, tombe dans la bibliothèque du motel sur les livres de James Hadley Chase. Alors il commence par Pas d'orchidée pour Miss Blendish, et puis il se dit qu'il va tout relire. C'est quoi James Hadley Chase pour vous? Enfin, vous êtes vous-même un gros lecteur de James Hadley Chase. C'était un clin d'œil à la littérature américaine en passant. Ça représente quoi? Qu'est-ce qui symbolise dans ce livre? D'abord, James Hadley Chase est un auteur anglais qui a écrit beaucoup de romans en Angleterre, et qui après, alors ça c'est très drôle, qui a écrit après, tous ses romans se passent aux États-Unis. Je crois qu'il n'y a jamais mis les pieds, ou très rarement. Ça fait penser un peu à Monument de Vallée. Je suis pas allé. Ça veut dire, c'est pas parce qu'on n'est pas allé dans un lieu qu'on ne peut pas écrire ou imaginer. Et je pense que ce que j'aime chez Chase, c'est justement cette capacité à imaginer des histoires où voilà, c'est que de l'imaginaire. C'est crédible, hein, mais c'est de l'imaginaire total. Et j'adore en effet Chase. Il a écrit plus d'une centaine de romans. Et je trouve que voilà, c'est un auteur extraordinaire. Mais vraiment, je suis. Et alors, pourquoi dans ce motel? Parce que l'auteur, enfin le narrateur, sans doute allait y passer du temps. Et je me suis dit, il fallait quand même trouver un moyen pour lui de passer ses journées. Et bon, je me suis dit, si je mets une bibliothèque de Chase, ça lui permettra de. Alors, il y avait aussi ce côté dramatique, parce que Chase, c'est quand même toujours des fins. Il y a toujours une espèce de spirale tragique. C'est du roman noir, oui. Oui, alors oui, c'est du roman noir, oui. Enfin, c'est pas toujours très gai, quoi. Enfin, la spirale tragique. Oui, alors il y a des romans qui sont très drôles. Ah oui, de Chase qui sont, mais c'est tout. Alors, c'est toujours un peu cynique. C'est très drôle en fait. C'est ce que j'aime. Le Pas d'orchidée pour Miss Blendish, c'est le pire de tous, mais c'est une abomination, cette fille qui est kidnappée et qui allait se marier, et qui en fait est violée durant toute la fin de sa vie, mais on ne le voit pas. Mais l'équipe qui fait ça de gangsters est très drôle, et c'est génialement écrit. Voilà, et donc c'est pas que noir, c'est drôle. Et donc oui, j'ai pris Chase aussi parce que voilà, il y a cette espèce de spirale tragique, et que recherche le narrateur ici. Il s'y complaît un peu dans les romans de Chase, parce que il y a toujours ces fins un peu tragiques, mais les romans se lisent très bien. Voilà. Ça, Pascal parlait de spirale tragique. On pourrait penser que votre narratrice est un peu là-dedans. Et en fait, notre seul but, c'est de continuer à vouloir vivre encore et encore et encore. Écrire cette lettre, c'est donner une chance à son enfant. Et elle est dans une... Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, dans une dignité. Et j'ai l'impression qu'il y a... écrire pour sortir de cette spirale tragique, enfin, pour donner de la dignité aux invisibles, aux paumés. Il y avait cette idée-là de dignité.
Complètement. Bah, pour le coup, c'est quelque chose qui revient beaucoup de toute manière, l'idée de dignité, notamment dans tout ce qui est de toutes les luttes décoloniales, par exemple, dans le XXe siècle jusqu'à maintenant. Pour beaucoup de personnes qui sont issues de pays anciennement colonisés, il y a toujours cette idée de dignité-là, en fait, mais qui vraiment est là dans tous les discours des coloniaux et qui continue vraiment à irriguer tout ce qui est de philosophie, toute la théorie et la culture aussi, quoi. Et oui, et la culture du coup de manière large, c'est-à-dire oui, que ce soit dans les danses, que ce soit dans les chants qui ont été transmis, que ce soit oui, dans le discours, dans l'oralité, etc. Et pour moi, c'était un vrai défi, en fait. Je pense que c'était ça le principal défi, c'était de me dire comment je fais pour écrire une histoire d'une mère qui est issue de l'immigration avec un certain nombre de traumatismes qui ont jalonné sa vie, qui va finir sur la colline du crack, dont la fille est enlevée par les services sociaux, sans qu'il y ait quelque chose du voyeurisme qui puisse être convoqué du côté de mes lecteurs et de mes lectrices, quoi. Et sans qu'on soit dans un truc de pitié, qui est souvent ce qui est convoqué dans ces endroits-là, et oui, de sensationnalisme. Et c'est aussi quand on voit des documentaires sur la colline du crack, etc., c'est toujours ces choses-là. Enfin, les gens vont soit ressentir de la pitié du coup, soit être dans le voilà. Mais donc on est toujours ou dans la peur, exactement. Mais du coup, c'est aucun de ces sentiments-là pour moi ne relève de l'empathie. C'est autre chose. Et c'est-à-dire que oui, on ressent nous ce que voilà dans le lieu où on est, mais on ressent pas le reste, quoi. Et donc oui, l'idée de dignité, enfin forcément a jalonné tout ça. Et c'est sûr que le fait qu'elle puisse laisser cette lettre d'amour là à sa fille, pour moi fait que dans tous les cas, pour moi, sa vie ne peut être lue que de cette manière-là, à travers le prisme de la dignité, quoi. Un très grand merci. Les cloches nous rappellent qu'il est midi. Je ne suis pas sûre de savoir ce que laisse ce CEX qu'on aime. Par contre, je suis sûre de savoir ce que me laisse la lecture de ces 3 livres. Et c'est précieux. Sarah Mishkin, de Minuit à minuit, L'unique objet de mon regard, d'Aurélie Lacroix, et le très beau et doux Monument Valley de Pascal Chaput. Un immense merci à tous les 3. Merci Sophie. Merci à toi, merci à vous.